Normalement, si tout va bien, on passe par ici et on rejoint le col des Aiguilles Grises avant de prendre pied sur l'arête qui est ici et qui rejoint le piton des Italiens. L'arête des bosses et le sommet. Dans une dizaine d'heures, si tout va bien, Laurent guidera son groupe jusqu'au sommet du Mont Blanc, à 4810 mètres d'altitude. Parcourder, il faut une corde, il faut chacun un baudrier, un mousqueton à vis, un ou deux mousquetons simples. C'est un peu lourd. Cette ascension, ils en rêvent depuis toujours. Aujourd'hui, ils se lancent enfin dans l'aventure. Ça va être dur, on va en chier un bon coup. Le stress, c'est plutôt d'avoir assez d'affaires pour si jamais il fait froid. Chacun va devoir faire face au manque progressif d'oxygène dans l'air, avec le risque d'être atteint du mal aigu des montagnes. On risque d'être assez vite essoufflé, d'avoir des maux de tête, peut-être des crampes à l'estomac. Donc voilà, ici on en a parlé un petit peu avec Laurent au début de la sortie. Et alors, t'as une poulie? Ah oui, t'as une poulie. Voilà, en tout cas, on sera bien attentif à tout ça. Voilà. JP, Ben, François et Seb ont choisi la voie italienne. Nous allons les accompagner le long de cet itinéraire peu banal, connu pour être plus long et plus technique que la voie normale. Pour certains, c'est une première en haute altitude. C'est pas les 20 km de Bruxelles. Ce soir, ils dormiront dans un refuge à plus de 3000 mètres. On n'est pas encore trop haut, c'est assez plat pour le moment. Par contre, ça devient un peu impressionnant parce que le refuge est bien en hauteur. L'air est essentiellement composé de 78% d'azote et de 21% d'oxygène, peu importe l'altitude. Mais quand on grimpe, la pression atmosphérique diminue. Les molécules d'oxygène sont moins comprimées et donc elles se dispersent. À 1000 mètres d'altitude, on peut facilement les capter, tandis qu'à 4000 mètres, c'est plus difficile car elles sont éloignées les unes des autres. Ensemble, on se pousse à se mettre des objectifs encore un peu plus loin. Et effectivement, pendant ces semaines où on est au boulot, où on s'envoie des messages en disant hey, « tiens, j'ai vu cette course-là, ça a l'air dingue, ça te dirait pas de te lancer là-dedans ?» Et puis on se dit « mais non, c'est beaucoup trop compliqué, on n'y arrivera jamais. » Puis finalement, on se chauffe et c'est grâce au groupe qu'on va se fixer des objectifs comme ça, quoi. Je vais aller voir déjà. À chaque pas, nos 7 alpinistes respirent un peu moins d'oxygène. Leur corps va donc en subir les conséquences. Pour comprendre ce phénomène, nous embarquons dans l'aventure le docteur Cauchy, spécialiste du mal aigu des montagnes. On le surnomme le docteur vertical. Quand on va monter en altitude, donc on a moins d'oxygène, voilà, et le corps va hyperventiler, voilà, pour compenser le manque d'oxygène. Alors le problème, c'est qu'on recrache trop de CO2, de dioxyde de carbone. Et du coup, l'acidité du sang diminue, et ça, c'est mal supporté. Un dérèglement de l'acidité du sang, le pH, provoque des maux de tête et des troubles digestifs. Pour rétablir l'équilibre, il faut boire beaucoup d'eau. Alors si on a suffisamment d'eau, on va faire tourner le rein, on va récupérer un pH normal et les signes du mal aigu des montagnes vont normalement disparaître. Mais bien s'hydrater ne suffit pas. Il faut aussi laisser au corps le temps de s'acclimater au manque d'oxygène. Bientôt 2500 mètres et tout va bien, ça commence à grimper sec. Mais sinon, comme on a fait les derniers jours à plus de 3000, ça va au niveau respiration. On est bien, on est bien. Une semaine, c'est le temps qu'il a fallu à l'organisme de chacun pour fabriquer plus de globules rouges chargés du transport de l'oxygène dans le sang. Leur corps s'est transformé pour s'adapter à l'altitude. Nos aventuriers n'ont donc aucun mal à atteindre le refuge situé à 3071 mètres d'altitude. Allez là les gars, bien vu. Encore, allez hop. Les gars, vous avez bien de retard. Il y a les petits rochers noirs au milieu là. Ouais. On pique à droite, on continue dans la langue blanche. On rejoint le rocher là-bas. Ah ouais. Et puis on va passer à droite du dôme du goûter. Et puis on fait toute l'arête là. Ce soir, les alpinistes auront droit à 4 petites heures de sommeil dans ce refuge, perché à flanc de falaise. Demain, une dizaine d'heures de marche les attend. Le départ se fera donc de nuit, à 2 h du matin. Dès la sortie du refuge, les choses sérieuses commencent. Donc on reste bien attentif. Surtout pas se pencher vers la pente, comme j'ai déjà expliqué hier. On reste bien droit. Attention, ça glisse. Tu passes le message?
Bon, ok, on s'encorde ici. Et on cramponne. Sortez le piolet aussi. Dès qu'il y a les moindres symptômes, il faut le signaler. Il ne faut pas attendre. On donne une aspirine, quelque chose qui va permettre d'aider à fluidifier le sang. Si après ça persiste, on arrive au stade 2, là ça devient plus délicat, il faut arrêter la progression de toute façon. Il n'y en a aucun qui m'a signalé qu'il avait quoi que ce soit. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Laurent nous a bien briefé pour ça. Si on a des premiers signes de maux de tête ou de nausées, on le tient au courant et on réagit en fonction de ça, quoi. De loin, ça te paraît tellement logique, et une fois que tu es sur le glacier, c'est juste un beau chaos, quoi. Alors en fait, tu vois, sur les images, là, c'est en train de marcher en montagne. Bah là, en fait, on va reproduire exactement l'effort tel qu'ils le font en altitude, mais on va le reproduire de façon complètement simulée. Victoria a accepté de se soumettre au test en hypoxie. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un environnement où il y a moins d'oxygène. Je vais te mettre un masque et tu vas respirer un gaz qui est équivalent à celui du Mont Blanc. Ça doit être bien étanche, donc c'est un petit peu serré. Et maintenant, je vais mettre un deuxième casque qui va mesurer la vitesse du flux sanguin cérébral. Cet afflux de sang serait à l'origine de maux de tête que bon nombre d'alpinistes subissent en haute altitude. Quand on va mettre Victoria sur le vélo, ou bien quand les alpinistes sont en train de monter, il y a une baisse de captation d'oxygène. Normalement, la bonne réaction, c'est d'augmenter le flux de sang. Parce qu'il y a moins d'oxygène, on va essayer de mettre plus de sang. Ça va les gars, toujours pas mal de tête? Ça, c'est la vitesse moyenne. Et on va voir que ce flux, finalement, il varie avec l'altitude. C'est-à-dire qu'il varie en fonction du manque d'oxygène. On a des gens qui vont mal gérer, qui vont envoyer trop de sang, qui vont augmenter la pression dans la tête et qui vont être à l'origine d'un mal aigu des montagnes avec des maux de tête et puis des signes de vomissement, de malaise. Donc finalement, le mal aigu des montagnes sévère, c'est quoi? C'est une augmentation de pression dans une boîte qui est rigide. Le cerveau va descendre là où il a de la place, vers le bas, et va interrompre les commandes ventilatoires. Donc finalement, l'œdème cérébral va entraîner la mort par arrêt respiratoire. Heureusement, ça ne risque pas d'arriver à Victoria, qui sera suivie de près pendant son ascension artificielle. Maintenant, on va la monter virtuellement au sommet du Mont Blanc. Voilà, je la branche sur l'altitrainer. Il va monter à 4800 mètres. Vous voyez, là, on l'a mis à 4800 mètres, c'est sa valeur. Okay. À 4800 mètres d'altitude, on capte 2 fois moins d'oxygène dans l'air. L'organisme de Victoria devrait donc rapidement se mettre en état d'urgence. Ça va bien? Ouais. Donc là, tu es au sommet du Mont Blanc, tu vois. Et là, justement, on voit une désaturation, c'est-à-dire que le sang, il est désaturé en oxygène. Au lieu d'avoir 98% comme tu avais tout à l'heure, là, on voit que tu as 86%, avec une fréquence cardiaque qui a augmenté. On est passé à 103, on a pris 10 points, et une ventilation qui a augmenté aussi, puisque maintenant, on est à peu près à 20. Hein. Pour Victoria, l'épreuve prend fin après quelques minutes, mais en altitude, les choses se corsent. Là, on progresse lentement, puisque c'est assez chaotique. On est monté que de 350 mètres par rapport au refuge, alors qu'on est parti pour une journée de 1800 mètres de dénivelé. Voilà, il nous reste 1400 mètres. Tout va bien. Le jour se lève péniblement sous un ciel couvert de nuages et dévoile un décor glacial déchiré par d'énormes crevasses. Ah, elle était pas large et il faut que je me la prenne, quoi. Je te jure. Bon, rien de grave, les gars, mais il y a une crevasse de 20 mètres de profondeur. Dans ces conditions, il faut savoir garder la tête froide pour gérer son souffle. Le stress d'une chute en crevasse pourrait accentuer le rythme cardiaque et donc favoriser l'arrivée des premiers symptômes du mal aigu des montagnes. La cordée franchit péniblement les 4000 mètres d'altitude. Au-delà, le groupe arrivera dans la zone critique. Les œdèmes cérébraux peuvent désormais se déclencher. Il faudra aussi surveiller les poumons. Lorsqu'on ne s'arrête pas, qu'on continue malgré tout, malgré les symptômes qui vous indiquaient de descendre, d'arrêter la progression, ce qui peut arriver à partir de 4-5 000 mètres, c'est ce qu'on appelle un œdème pulmonaire. En fait, c'est les parois des poumons qui deviennent perméables. Et donc on commence par avoir des glaires dans les poumons qu'on crache. Et si ça continue encore, c'est du sang. Et là, ça devient très très grave. Là, il faut absolument
redescendre. Toujours pareil, en réponse au manque d'oxygène, c'est une réaction normale. On augmente la pression pour augmenter la perfusion dans le poumon. Et du coup, il y a trop de pression et il va y avoir un engorgement et un passage de plasma à travers les membranes alvéolo-capillaires. Et c'est comme si on se noyait dans son propre plasma. Les symptômes sont évidents. Le problème, c'est évidemment toujours si on est coincé avec un œdème pulmonaire, qu'on ne sait pas redescendre à cause de la météo ou des crevasses et autres, ça devient dangereux, voire mortel. L'ascension se transforme très vite en véritable calvaire. Le vent souffle par rafales sur ses aiguilles effilées et la visibilité est quasi nulle. La cordée se perd un temps dans le brouillard, puis retrouve la trace qui l'amène à l'abri Valo, dernier refuge avant l'escalade finale, le sommet. Il est 11 h, là, on a mis 8 heures depuis le refuge pour arriver et on est qu'à Valo, alors que normalement il faut 8-9 heures pour arriver au sommet, quoi. Donc on est bien en retard par rapport à l'horaire. S'ajoutent à cela les premiers signes du mal aigu des montagnes malgré l'acclimatation de chacun. On sent l'altitude, ouais, dans la respiration, dans la difficulté pour manger, même la difficulté de boire. Il faut vraiment se forcer pour tout ça. Ouais. On est aussi fort que le plus faible, donc s'il y en a un qui passe pas, qui a mal de tête, qui a un mal aigu des montagnes, on doit tous redescendre et c'est pas grave, hein, c'est qu'un sommet. Après tout, le sommet, c'est qu'un petit truc. Je crois que le plus grand chemin, c'est toute la route qui est vers le sommet. Je crois que pour l'instant, on en a bien bavé. Le sommet sera sympa, il fera un peu venteux et tout, mais jusqu'à présent, l'aventure était déjà là, quoi. Si les symptômes ne sont pas trop contraignants, il existe des médicaments qui permettent de fluidifier le sang. Mais ils peuvent avoir des effets secondaires, parfois pires que le mal des montagnes. Des scientifiques se sont alors posé la question. Existe-t-il une solution plus naturelle? Ces scientifiques, nous les avons rencontrés lors d'une autre aventure au pied de l'aiguille du Midi. Donc on va partir d'ici, Chamonix, donc 1030, d'accord, et on va monter à plus de 3700 mètres. Pierrigue, Rémi, Martine et Stéphane sont tous volontaires. Ils s'apprêtent à tester de nouvelles méthodes naturelles pour lutter contre le mal des montagnes. Chacun en a fait l'expérience jusqu'à un stade extrême. Aujourd'hui, ils veulent savoir pourquoi et surtout comment l'éviter. Moi, j'ai fait un œdème cérébral suivi de coma. Et heureusement, j'ai été descendu très rapidement. Donc, j'ai a priori aucune séquelle. Je commençais à développer un œdème du cerveau et du poumon, donc ça commençait à devenir sérieux. Vraiment, je le souhaite à personne, quoi. C'est affreux, quoi. Ah, t'as la tête qui tourne et puis t'as vraiment mal, ça tape et puis des nausées. Tu peux pas manger, hein, c'est incroyable. Tu peux même boire un thé chaud ou une tisane chaude, c'était très très difficile. Je me suis sentie misérable, ça c'est certain, mais je voulais tellement y arriver. La montagne est un défi permanent et vaincre ce mal aigu des montagnes aussi. Le test aura lieu dans ce petit local suspendu à la paroi. Pendant 12 heures, chaque volontaire sera examiné de près grâce à ce petit appareil qui contrôle le taux d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Donc du coup, je vais vous demander toutes les heures, tout ce que vous avez, tous les symptômes que vous avez, maux de tête, nausées, vomissements, perte d'appétit, la tête qui tourne, tout ce qui est vertige. À cela s'ajoute un effort physique régulier. Alors là, on va faire la première montée dans les escaliers. L'idée, c'est de désaturer encore plus le taux d'oxygène dans le sang. On va tous les heures passer une quart d'heure à monter les escaliers. Donc là, c'est la première. Même si la vue est magnifique en haut, faut pas traîner. Faut qu'on continue à bouger. Le but de la manœuvre est d'accélérer les symptômes du mal des montagnes et cela marche plutôt bien. Il ne faut pas plus de 5 minutes pour que l'altitude agisse déjà sur l'organisme de Rémi. On sent clairement les effets de l'altitude. Tout de suite, on ressent pas des fourmis dans les jambes, mais on sent vraiment qu'on a un effort important, que la respiration accélère. Et le cœur aussi, hein, il est bien à 140. Hein. Tout de suite. Alors qu'en temps normal, on mettrait un quart d'heure à voir ça. Là, on le sent au bout de 5 minutes. Donc c'est vraiment flagrant. Et par contre, le pouls a un peu augmenté, tu vois, 100. Comme prévu, le taux d'oxygène dans le sang a diminué. Le corps va donc envoyer plus de sang dans le crâne et provoquer de violentes migraines.
Pour éviter ça, les scientifiques ont mis au point un masque d'altitude baptisé PEP, pour pression expiratoire positive. C'est une petite valve en fait où on va expulser de l'air, il va y avoir une petite résistance. Donc vous mettez bien l'embout dans la bouche, vous serrez bien les lèvres et vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Cette valve, normalement installée sur un masque, permet de diminuer la pression dans les poumons. Ça bloque l'expiration pulmonaire et donc du coup, ça a un effet d'augmenter l'oxygénation du sang. Donc il y a un effet inverse de l'hypoxie ou de l'effet d'altitude. Certains soufflent dans un placebo, d'autres utilisent le vrai système. À terme, ce test permettra aux scientifiques de déterminer le degré d'efficacité de cette valve. Quelques minutes plus tard, l'expérience se poursuit avec une nouvelle montée des escaliers. Légèrement plus vite. Ce petit effort, a priori si facile, se transforme à quasi 4000 mètres d'altitude en véritable défi physique. De retour au local, Pierrig est à bout de souffle. Mais là, le fait de m'asseoir, les maux de tête, ils sont calmés. Ouais. Mais c'est vrai, quand j'étais contre la barrière tout à l'heure, ça tapait bien, mais bon, c'était pas... On lui diagnostique immédiatement un mal aigu des montagnes. Là, je tiens plus debout. Ok. J'ai eu un gros coup de mou à un moment de temps, comme si on me coupait les jambes, quoi. Et s'en est suivi des vertiges assez violents, quoi. Ok, tu vas tester le caisson alors maintenant. Ça va aller mieux. T'inquiète, on est là. Et si tu as envie de descendre, on descend. Il n'y a pas de problème avec ça. Pierrig va expérimenter le caisson hyperbare, une sorte de sarcophage dans lequel on recrée une pression atmosphérique artificielle. Il va pouvoir redescendre en altitude tout en restant au sommet de l'aiguille du Midi. Donc le principe, il est simple. On va t'installer dedans, on va fermer pour que ce soit étanche et on va pomper de l'air pour gonfler le caisson. D'accord ? Ici, on a 3008, on va te faire redescendre jusqu'à 1004. Dans ce caisson étanche, l'air est comprimé. Les molécules d'oxygène sont donc plus accessibles. Pierrig respire le même air qu'une personne située à 1000 mètres d'altitude. Alors du coup, là, on est déjà descendu de 1000 mètres. Mais ce caisson est lourd et difficilement transportable en haute montagne. C'est pourquoi les scientifiques testent le masque d'altitude qui utilise le même principe. Alors l'idée est la même. En fait, avec la PEP, c'est juste au niveau des poumons où on va agir. Et ici, ce sera dans l'environnement. Pour soulager ses patients, Cali utilise aussi l'ostéopathie. Elle développe de nouvelles techniques pour faciliter la circulation sanguine dans le cerveau et ainsi éviter les maux de tête. Par exemple, si on travaille une vertèbre qui est en contact avec un ganglion qui contrôle la dilatation des vaisseaux crâniens, ça peut avoir un effet. Donc tout ça pourrait avoir un effet sur le drainage et la circulation crânienne. Retour du côté de nos alpinistes belges. Ici, pas de caisson hyperbare, ni de masque d'altitude, ni d'ostéopathie. À quelques mètres du sommet, chacun lutte contre les nausées, les maux de tête et les vertiges. Il aura fallu 17 heures de marche pour atteindre les 4810 mètres du toit de l'Europe. Une aventure difficile où même l'acclimatation n'a pas suffi à éviter le mal des montagnes. Atteindre les sommets restera toujours un exploit. Mais à l'avenir, il pourrait être facilité par les avancées de la recherche.